Deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec l'invité politique. Ce matin, en direct sur ce plateau, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci d'être avec nous ce matin pour vous co-interviewer à mes côtés Marcelo Vesfred du Figaro. Bonjour. Et Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour. Le plus grand quotidien français. Merci d'être avec nous, Patrice. Agnès Pannier-Runacher, on ne peut que commencer cette interview en vous parlant de la canicule. Moi, ce qui m'intéresse, vous êtes à Bercy. Est-ce qu'on peut mesurer, alors déjà, ou est-ce qu'il vous faudra du temps, les conséquences économiques d'une canicule dans un pays comme la France, la 6e ou 7e puissance du monde ? Alors, on les avait mesurés en 2003 a posteriori et on avait mesuré un impact de l'ordre de 0,07% du PIB. Donc quelque chose qui existe, qui fait une trace dans le PIB, mais à ce stade, produit intérieur brut, donc la richesse du pays, mais à ce stade, il est très prématuré pour anticiper quelle serait la réalité de cet impact. Ça va probablement être surtout des achats différés, en réalité, parce que les gens vont rester dans les endroits frais. En 2003, moi, il se trouve que j'étais à l'assistance publique hôpitaux de Paris au moment de la canicule et dans les recommandations qu'on faisait, on disait allez au cinéma, allez dans les centres commerciaux, il fait frais et il faut absolument avoir de la fraîcheur dans la journée. Donc vous voyez que ça peut être aussi une incitation à la consommation. Donc on verra en tout cas à la fin de la semaine. Oui. Où je pense qu'il faut un bon trimestre pour avoir la réalité des chiffres parce qu'il faut voir les effets reports et même au bout d'un trimestre, on risque d'être un petit peu dans une appréciation pas très précise de cet impact, sauf à avoir des effets très nets, c'est-à-dire des entreprises qui arrêtent de produire ou arrêtent de travailler parce que c'est difficile pour eux. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont équipées pour faire face à des situations de chaleur élevées et pareil dans les usines. Marcelo Vesfred. Alors, il y a une mesure très forte qui a été prise par le ministre de l'Éducation nationale, c'est le report du brevet des collèges pour la sécurité des collégiens de 3e. C'est ce que dit Jean-Michel Blanquer. Est-ce que le gouvernement en fait pas un peu trop ? On est sur des niveaux de température qui sont quand même problématiques, d'abord pour des jeunes adolescents et ensuite dans des établissements qui sont pour certains très mal isolés et dont on sait que la température ressentie peut dépasser 40 degrés. Donc je pense que la mesure elle est adaptée à la situation. Le brevet des collèges, ça doit être aussi c'est un moment important, c'est le premier examen national pour ces jeunes adolescents. Je pense difficile de les mettre dans des situations de quasi-échec parce qu'ils auront quand même beaucoup de mal à se concentrer. On sait qu'il y a un effet qui est connu de la science entre la chaleur et la capacité à se concentrer. Donc je pense que c'est une bonne mesure. Il y a en plus des amodiations, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà organisé leurs vacances, des départs en colonie ou des départs sur des séjours linguistiques pour leurs enfants, il est possible de le repasser en septembre. Il ne faut pas que ces jeunes gens se trouvent dans des situations de stress supplémentaires, alors que cet examen doit être un moment où ils prennent de confiance en eux et ils avancent pour le futur dans leurs études. Pour rester dans ce contexte de changement climatique, de transition écologique, le marché du diesel est en chute. Vous vous apprêtez à recevoir des délégués de l'usine Bosch. Qu'est-ce que vous allez leur dire quant à leurs inquiétudes pour l'emploi ? Alors moi, je travaille sur ce dossier de l'usine Bosch depuis plusieurs mois. Je suis allée sur place, j'ai visité l'usine, qui est une usine, je tiens à le dire, qui est extrêmement moderne. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est une usine qui a la capacité de rebondir sur de nouvelles activités. C'est tout l'enjeu de cet accompagnement que nous faisons autour de sujets comme le diesel, qui sont des sujets effectivement de transition. C'est comment charger des usines qui ont des savoir-faire et qui ont des machines modernes avec des activités d'avenir. Donc c'est sur ça qu'on va travailler. On a regardé des sujets d'aéronautique, des sujets d'hydrogène. Nous leur avons également confié la possibilité de faire les diagnostics BPI pour l'usine du futur. Donc on leur donne même de la charge. Ça reste modeste. Et nous allons travailler avec les organisations syndicales et les dirigeants de Bosch à voir où en est leur plan de montée en charge. En parallèle, on doit travailler sur la transition diesel. La transition diesel, c'est deux choses. La première chose, c'est de non émotionnellement, je dirais, clarifier quel est l'impact du diesel, parce que vous avez le vieux diesel, Justement, sur le nouveau diesel, est-ce que vous allez leur confirmer
que les nouveaux moteurs diesel auront le droit à ce qu'on appelle l'étiquette critère 1 qui permet de rouler les jours de pic de pollution aux particules fines. Ce que je vais leur confirmer, c'est que nous allons, François de Rugy et Bruno Le Maire sont d'accord pour lancer une étude de mesures précises en conditions réelles des nouvelles motorisations diesel pour les comparer à des véhicules. Une étude, ce ne sera pas automatiquement non, c'est pas automatique la vignette. Parce que je pense que les Français ont besoin de transparence sur ces sujets-là. On leur a d'abord expliqué que le diesel c'était fantastique. Ensuite, on leur a expliqué que le diesel ça tuait des gens. Si on leur explique maintenant qu'il y a du diesel qui est gentil et du diesel qui est méchant, personne ne va s'y retrouver. Donc, il faut qu'on fasse une étude très précise sur où en sont les nouvelles motorisations, comment elles se comparent à des véhicules qui aujourd'hui circulent en critère 1, si ces motorisations sont plus propres que ces véhicules qui circulent en critère 1, alors ces moteurs doivent être reconnus comme tels et circuler en critère 1. S'ils sont toujours plus dangereux que des véhicules qui circulent en critère 1, alors il ne faut pas leur donner ce critère 1. Donc c'est assez simple comme approche, mesure en conditions réelles des véhicules récents comparés à d'autres véhicules, qu'il s'agisse de moteurs essence de différentes générations. Vous évoquiez à propos de Bosch les nouveaux enjeux industriels. Le dossier dans l'actualité, c'est évidemment l'usine Alstom de Belfort, avec plusieurs milliers de manifestants ce week-end. On se souvient qu'en 2014, quand Alstom est passé sous pavillon américain, il y a eu des promesses pour l'emploi qui n'ont pas été tenues. Et est-ce que ça ne pose pas aussi la question de la place de l'industrie en France, sachant qu'il y a eu 500 000 emplois perdus dans l'industrie entre 2006 et 2015 ? Et vous en avez plus de 30 000 qui ont été gagnés depuis 2016, 2017. 2017, 2018, 2019, on recrée de l'emploi dans l'industrie. Et ça, c'est la tendance majeure qui est portée par ce gouvernement. Je pense qu'il n'y a aucun autre gouvernement qui a autant investi dans l'industrie et qui n'accompagne autant l'industrie pour qu'elle se réimplante en France et qu'elle soit compétitive. General Electric, précisément. Donc, si on revient sur General Electric, d'abord une première chose. Le site qui est concerné à Belfort n'est pas n'a rien à voir avec l'opération de cession d'Alstom à GE de 2014. Il n'a rien à voir. Ça fait depuis 1999 qu'il est dans le giron de GE. Donc moi, j'entends des choses qui sont fausses, qui sont exprimées, y compris par des grands dirigeants politiques. Cet amalgame est inadmissible. La deuxième chose, c'est que vous avez sur ce site qui est aujourd'hui fourni des turbines à gaz, une diminution par 4 du volume d'activité depuis 2008. C'est un constat que l'on fait. Alors Jean-Luc Mélenchon dit que c'est cyclique comme marché, donc ce serait dommage de sacrifier l'outil industriel. Mais il n'est pas question de sacrifier l'outil industriel. Il n'est pas question de fermer ce centre-là. Il est question de l'ajuster. À partir du moment où on a un plan de sauvegarde de l'emploi de 800 personnes. Ça dépend. C'est là où les yaka faucons, c'est très bien, mais ça ne fonctionne pas. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que vous avez effectivement un marché qui est cyclique, que certains annoncent le rebond en 2040. Donc, ce n'est pas tout à fait aujourd'hui. Que, pardon, mais les personnes qui travaillent aujourd'hui à GE en 2040, ils seront probablement à la retraite. Donc, il ne faut pas non plus raconter des histoires sur ces personnes. Ce qui est important pour nous, c'est de discuter de manière très ferme avec GE sur le plan social. Vous avez 1000 personnes. Nous, on estime qu'on doit pouvoir faire moins. Premier élément. Deuxième élément, quelles activités GE va implanter sur le site de Belfort pour faire en sorte précisément que les personnes qui sont concernées par ce plan social retrouvent une activité. Ils ont 3000 autres personnes qui travaillent à Belfort. Ils ont un centre industriel très puissant. Ils peuvent implanter des activités. Vous leur faites confiance alors qu'ils vous avaient dit qu'ils allaient recruter 1000 personnes il y a quelques années et ils ne l'ont pas fait. Alors, mais vous leur faites confiance quand même. Pardon, mais moi je regarde les faits et je ne commente pas. Les faits, c'est qu'ils ont dit que soit ils recrutaient 1000 personnes complémentaires et ils ont recruté plus de 3000 personnes par an. Ça, c'est les faits. Ils ont recruté plus de 3000 personnes par an. Soit ils étaient capables, de manière nette, d'arriver à 1000 emplois supplémentaires à la fin 2018, soit ils payaient une amende de 50 000 € par emploi. Il faut savoir qu'à mi-2017, ils avaient recruté 500 emplois. Simplement, la conjoncture s'est retournée sur la partie fossile. Je rappelle que 50% du chiffre d'affaires de GE, c'est lié à de l'énergie fossile. Je pense que tous autour de cette table, on a compris que ce n'étaient pas des activités d'avenir. Et ils ont dû effectivement ralentir leur rythme de recrutement. Et
ils ont payé 50 millions d'euros qui vont nous servir à réindustrialiser le site. Ça, c'est la réalité. Voilà. GE, c'est General Electric, je le rappelle aux téléspectateurs. Oui, Agnès Pannier-Runacher est notre invitée, elle est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. La France n'a rien à reprocher à Huawei. L'équipementier chinois en pointe dans la 5G, c'est le Bercy qui dit ça. Pourtant, cette société est accusée par notre grand allié, les États-Unis, d'être à cheval de Troie de Pékin dans l'économie mondiale, notamment avec des risques pour la défense nationale, etc. On n'est pas solidaire des Américains dans cette affaire? Je crois que nous sommes capables d'avoir une pensée propre et pour le moment, nous sommes fondés sur... On n'a pas des intérêts communs avec sur les des Américains dans ces affaires-là? On a des la défense intérêts, nationale on doit notamment. partager l'information sur tout ce qui serait sujet de sabotage ou sujet où il y aurait des tentatives d'avoir accès à des données sensibles. C'est ce que évident. dit Washington et ils disent que c'est le cas C'est pour évident. Huawei. Mais je ne crois pas que l'on doit effectivement pointer du doigt de cette manière et dans une forme d'unilatéralisme évident. Pardon, mais l'executive order du 17 mai dernier, c'est aussi une atteinte à la souveraineté d'un certain nombre de pays. Lorsque vous imposez... L'executive order, c'est ce que le président américain a ordonné. C'est donc l'équivalent d'un décret, on va dire, qui interdit à des entreprises américaines de travailler avec Huawei, mais par effet de contagion, qui peuvent concerner des entreprises qui ne sont pas américaines. Je pense que ces sujets-là sont suffisamment importants pour que l'on puisse considérer que nos industries n'ont pas à souffrir de décisions directement prises par un président, quel qu'il soit, et que le multilatéralisme est un sujet important. Ce type de sujet doit se travailler au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, dans des discussions parallèles. Ça ne va pas où chacun... accentuer avec les Américains cette relation qui est devenue quand même compliquée, on le voit sur des sujets comme ça, ce que vous dites? Non, je ne crois pas, parce que en réalité, on est très alignés entre Européens, on partage énormément de données, on partage d'ailleurs des informations avec les Américains. Je pense qu'il y a un écart entre la parole présidentielle de M. Trump et la réalité de la coopération entre les services quand il s'agit de souveraineté. Il est évident que les sujets de souveraineté sont des sujets très importants et sur lesquels on prête la plus grande vigilance. Justement, pour rester dans le domaine industriel, le gouvernement a mis son veto au rapprochement entre Renault et Fiat. Est-ce que le dossier est clos? Non, c'est tout à fait inexact. C'est FCA, Fiat, qui a retiré son dossier. Je le redis parce que là aussi, ne racontez pas des histoires. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il a posé 4 conditions. 3 conditions ont été remplies. La 4e condition, qui était une condition, mais que n'importe quel administrateur faisant son travail de manière professionnelle aurait posé, c'était nous voulons être sûrs que Nissan soutient cette opération et nous souhaitons avoir 3 jours de plus pour vérifier ce point, puisqu'il n'est pas si évident que ça autour de la table du conseil d'administration. Suite à cette proposition, Fiat a retiré son offre. C'est très bien, nous en acceptons, cette décision. Est-ce que le dossier peut être ouvert? C'est une décision qui intéresse d'abord les entreprises. Donc, si Fiat souhaite revenir à la table des négociations, libre à lui et libre à Renault de reprendre le cours de la conversation. Mais en tout état de cause, les 4 conditions qui ont été posées, qui sont encore une fois des conditions de bon sens, c'est-à-dire vous êtes dans une alliance stratégique avec un autre partenaire, vous assurez que ce partenaire soutient l'opération, sinon vous savez très bien que vous allez avoir des problèmes industriels majeurs derrière. Premier point, on est attentif aux sites et aux emplois. 2e point, on souhaite que Renault participe au dispositif batterie électrique et s'investisse dedans parce que c'est majeur pour l'industrie automobile européenne. 3e point et 4e point, on souhaite une gouvernance équilibrée. Ces conditions, elles existent toujours et on peut avancer. Et je pense qu'on a fait du bon travail et qu'on a protégé les intérêts et de Renault et de ses actionnaires et de la France industrielle. Sur un plan plus politicienne, mais est-ce que vous avez vu le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille? Il est allé pour une conférence, mais il est resté beaucoup plus longtemps. Il est allé dans les quartiers nord, il a rencontré des gens, il a dîné sur place. Bref, il est manifestement en campagne pour trouver un bon candidat au municipal ou peut-être essayer de trouver un accord avec les Républicains. Est-ce que c'est le rôle d'un président de s'investir comme ça, de mouiller la chemise pour les municipales? Je crois que c'est le rôle d'un président d'être sur le terrain. Je crois que c'est le rôle d'un président d'aller dans les quartiers nord de Marseille lorsqu'il va à Marseille et pas rester sur le Vieux-Port. C'est une ville dont je suis originaire et moi je suis très fière que le président de la République prenne le temps d'aller à la rencontre des gens. Il le fait dans en une vue des ville municipales. qui est très populaire, dans une ville qui présente un certain nombre de caractéristiques qui ne sont pas communes à beaucoup d'autres grandes villes. Et
Ça, c'est votre interprétation qui le fait à l'orée des municipales. Mais de toute façon, dans les 3 années qui viennent, soit on sera avant les municipales, soit on sera avant les régionales, soit on sera avant les présidentielles. Enfin, excusez-moi, mais ce qui conduit l'action du gouvernement, c'est d'avoir de la continuité et on sera toujours entre 2 élections. Agnès Pannier-Runacher, vous avez une particularité, vous êtes le premier membre d'un gouvernement à avoir lancé un podcast gouvernemental natif. Alors vous allez expliquer la politique industrielle du gouvernement à coup de podcast. Comment vous allez faire pour intéresser les gens? C'est quand même des sujets un peu techniques, hein, on l'a vu ce matin sur ce plateau. Écoutez, c'est un petit peu l'enjeu, c'est essayer effectivement de rendre intéressant la question de la reconquête industrielle ou des sujets de comment on accompagne les entreprises en difficulté, quelles sont les équipes qu'on ne voit pas et qui travaillent à Bercy. Donc j'espère que ça saura intéresser les gens. C'est très Trump, ça, de directement s'adresser aux gens comme ça. Ou Mendes France, si vous reprenez des références politiques. Et moi, je me reconnais plus dans Pierre Mendes France que dans Trump, pour être honnête, les causeries du samedi. D'accord. Un podcast indépendant, 5 minutes pour comprendre avec Agnès Pannier-Runacher, il s'appelle. Exactement, très simplement. Bon, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci Marcelo Westfred, merci Patrice Moyon. On passe au décryptage de l'actualité. Yves Tréhard, Denis Jambard sont avec nous dans un instant. Voilà, Agnès Pannier-Runacher quitte ce plateau. Mendes France plutôt que Donald Trump. On retiendra cette parole. Merci beaucoup. Yves Tréhard, ça tombe bien, on va parler de Donald Trump. Bonjour. Bah oui, c'est un grand ami. Vous êtes toujours directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Je vous le confirme. Depuis votre déplacement aux États-Unis. Exactement. Il a été confirmé même par M. Trump. Bonjour Cyril. Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et Challenge. On parlait de Donald Trump, venons-y. Alors on a vu que la guerre commerciale avec les États-Unis et la Chine battait son plein dans la première partie de l'émission. On vient de parler aussi des problématiques de commerce. Comment vous avez senti les États-Unis, là? Vous en revenez juste. Est-ce qu'ils sont impactés par Donald Trump, comme on le dit d'ici, quoi? Non, parce que vous savez, en plus, il faut distinguer, il y a plusieurs États-Unis comme il y a plusieurs France. Et New York, c'est pas vraiment les États-Unis. New York, c'est New York. C'est très particulier. Pas les États-Unis de Trump. Et c'est pas vraiment non, les mais États-Unis Trump était un New-Yorkais. Ils sont plutôt hostiles à Trump pour une partie d'entre eux. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de débats là-bas, notamment sur l'avortement d'ailleurs, un peu comme dans l'Europe où ce débat sur l'avortement, les problèmes génétiques reviennent d'actualité. Et puis vous avez une ville très industrieuse où vous sentez absolument pas la misère actuellement, puisque, comme vous le savez, Trump est très critiqué en Europe, mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il n'y a pas de chômage. J'allais vous demander, il y a une croissance. Ça marche aussi bien l'économie? Ça marche très très fort. Mais est-ce qu'on le sent dans la vie quotidienne? On le sent dans la vie quotidienne. Il y a vraiment une Sortez, vie. Vous allez voir des restaurants, etc. Vous sentez une économie très bouillonnante. Donc de ce point de vue, c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir d'un pays qui se rétrécit, qui sera bougri. En plus, à New York, c'est difficile de le constater. Non, après sur l'Iran. Si vous voulez, moi, je suis assez inquiet quand même. Je suis inquiet pourquoi? Parce que il y a des raisons d'être inquiet. Un conflit, et on n'est pas passé loin la semaine dernière entre l'Iran et les États-Unis. Il dit qu'il a arrêté la frappe à quelques minutes de son Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que, d'abord parce qu'il a des collaborateurs qui sont extrêmement bellicistes, comme M. Pompeo notamment, et Bolton. Et puis, ça voudrait dire que immédiatement, ça serait l'engagement d'Israël, ça serait l'engagement de l'Arabie Saoudite, ça serait une déflagration mondiale absolument inarrêtable, et ça serait compliqué. Alors, le problème de Trump, c'est que moi, je pense que Trump ne veut pas la guerre. Non, il n'a pas appuyé. Je pense que Trump ne veut pas la guerre. Il montre peut-être ses muscles pour faire avec Téhéran, et c'est là où il se trompe, comme il a fait avec la Corée du Nord et Kim Jong-un, en se disant l'autre va se soumettre finalement au dialogue, sauf que l'Iran, la Perse, la grande Perse, c'est pas la Corée du Nord. Et je pense que les mesures de rétorsion telles qu'il les envisage sont pas la bonne mesure. Je crois qu'il n'y a que le dialogue qui peut... c'est lent, c'est très lent, mais il n'y a que le dialogue qui peut arriver à une issue qui soit acceptable. Mais ce dialogue, il ne peut pas être mené uniquement par Trump. Il faut que les Européens s'engagent aussi. Denis Jambard.
Oui, moi je trouve que Trump pose un problème qui change la donne mondiale. C'est la fin du multilatéralisme, c'est-à-dire la nécessité d'un dialogue avec toutes les parties autour de la table. Et on voit bien qu'à travers le monde, et c'est pas simplement la question de Trump, Trump a été au fond l'émergence de cette exacerbation du nationalisme, des nationalismes. On le voit naître en Europe, on le voit partout se développer. Et donc ça, c'est en train de changer complètement la nature des relations internationales qui étaient construites depuis 1945 à travers les organisations internationales, à commencer par les Nations Unies. Eh bien, ce tricotage des relations internationales à travers des échanges et des dialogues est en train de se défaire. Et moi, je trouve ça extrêmement préoccupant. Et il faut rappeler... les gens ont tendance à oublier que nous vivons une période de paix, malgré les images qu'on voit tous les jours à la télévision, exceptionnelle. Il n'y a jamais eu aussi peu de guerres dans l'histoire de l'humanité depuis 2001, fin de la guerre en Macédoine et dans l'ex-Yougoslavie. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur cette planète par conflit armé traditionnel. Donc... on est en train d'oublier en effet qu'on a fait des progrès considérables depuis 1945 grâce au multilatéralisme. Et là, on est en train de rentrer dans une phase extrêmement imprévisible qui contamine aussi l'Europe. Parce que moi, j'ai quand même été très frappé de voir que le Conseil européen de la semaine dernière a été incapable de trouver un accord pour désigner 4 postes à la tête de l'Europe. Yves Tréhard, ma question c'est, on vient de parler de Donald Trump et Denis Jambal a l'air de dire qu'il n'est qu'une conséquence d'une situation qui évoluait de cette manière-là. Est-ce que si Barack Obama était à la Maison-Blanche ou un autre président, un démocrate, ce serait différent ? Je ne sais pas, parce que si vous voulez, quand les choses sont engagées, c'est très difficile de revenir en arrière. Ça va être très difficile de revenir en arrière par rapport à Donald Trump. On l'a bien vu, Barack Obama, après George Bush Jr., il voulait exporter plutôt la démocratie au Moyen-Orient. Dans une situation qui était très compliquée, parce que même si les dirigeants de ces pays-là sont souvent détestés par leur peuple ont leur fierté, un orgueil, et cet orgueil, ils ne le vendent pas, ils le revendiquent. Et ils ne veulent pas qu'on leur impose de l'extérieur des choses toutes faites. C'était eux, ils veulent maîtriser leur destin. Donc, on a bien vu que Barack Obama n'a pas pu revenir en arrière sur l'Afghanistan, ou très mal. Enfin, ça a été une catastrophe, la politique étrangère d'Obama, il faut le dire, à part l'accord avec l'Iran qu'il a vraiment voulu faire pour montrer qu'il avait fait quelque chose, et qu'il a un peu bradé d'ailleurs d'une certaine façon. Les Français étaient beaucoup plus en retrait que lui à l'époque. Par rapport à Trump, ça va être compliqué, parce que le monde, tel que le décrivait effectivement Denis, est en train de se déliter et de se diviser. Le problème avec Trump et l'Iran, c'est que en agissant ainsi, il réveille un nationalisme iranien, parce que même si les Iraniens sont hostiles à leur régime, au régime des Mollahs, et depuis longtemps, eh bien, leur orgueil est touché. Ça attise le conflit chiite, les rétorsions qui sont conduites par les États-Unis font que l'Iran est en train d'économiquement tomber. C'est le peuple qui en fait les frais, et ils en tiennent ce peuple pour responsable, non pas leurs dirigeants, mais les Américains. Quel est notre intérêt à nous, stratégique ? Une Europe très forte pour peser face à ça, Denis Jambal. Si vous voulez, moi, ce qui me désole, et c'est pour ça que j'évoquais ce Conseil européen qui se termine sur un échec, où on voit en effet des nationalismes et au fond des divergences sur les valeurs démocratiques quand même. On voit quand même que le couple franco-allemand n'a jamais aussi mal marché. Or, il a toujours été l'élément stabilisateur de l'Europe. Et ça empêche l'Europe, qui est quand même une vraie puissance, 500 millions d'habitants, le premier marché économique mondial, d'exister dans la diplomatie mondiale et de peser. On n'existe plus au Proche-Orient, l'Europe. On n'existe plus. On n'a pas existé dans le conflit syrien. Ce sont les Russes et les Américains qui ont réglé ces problèmes, et les Iraniens d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, l'Arabie saoudite. Eh bien, il faut arriver à reconstituer cette Europe, à lui retrouver un projet commun, qu'elle regarde de l'avant et qu'elle mette en commun un certain nombre de ses moyens. Oui, il y a un problème de leadership évident, puisque la plupart à part Emmanuel Macron qui vient d'arriver aux affaires, les autres
sont repliés sur eux-mêmes et ont quand même une conception de l'Europe qui est assez nulle, je dirais, nulle au sens où elle n'existe pas. Et puis Madame Merkel, eh bien, elle est sur le départ. Et les Britanniques sont partis. Les Britanniques sont importants quand même parce que c'est eux qui ont une force militaire. Avec la France, ce sont les deux seules nations qui ont une puissance militaire et une puissance nucléaire. Donc, évidemment que l'Europe, mais le problème c'est que l'Europe elle a rarement pesé dans le conflit. On voit bien qu'il y a un autre conflit qui est en train de complètement aller dans l'impasse, c'est le conflit israélo-palestinien. Là c'est niveau zéro. Donc l'Europe, avec une réunion à Bahreïn. Est-ce que quelqu'un est capable de donner le nom du ministre des Affaires étrangères de l'Europe, Madame Mogherini, vous l'avez dit. Mais normalement elle doit être remplacée. En plus, elle est en fin de parcours. Personne ne la connaît. Si vous voulez, le problème de l'Europe, c'est aussi il faudrait que l'Europe se dote de représentants qui sont de visages qui incarnent vraiment la puissance européenne. Or, on prend que des deuxièmes couteaux. Et moi, j'aimerais entendre l'Europe ces jours-ci, et d'ailleurs même le chef de l'État français, alors on me dirait que ça apparaîtrait comme de l'ingérence sur un événement alors que je trouve considérable, c'est ce qui vient de se passer à Istanbul. C'est-à-dire que vous avez une sorte, alors disons, c'est quand même, disons, l'exemple même de la démocrature, c'est-à-dire il y a quand même des élections qui fonctionnent, et on vient de le voir, et où ce gouvernement qui est une main de fer sur le peuple turc depuis 2002 et qui pensait contrôler toute la situation, les opposants en prison, la presse muselée, etc., etc. Et on voit que le peuple, tout d'un coup, il dit « ça suffit ». Alors qu'on on fait recommencer des élections, eh bien on passe de 13 000 voix de majorité à 700 000 avec un peuple qui se réveille. Et on se dit au fond que parfois la démocratie, quand c'est dans l'ADN, c'est difficile de la faire sortir. Et de toute façon, les dictatures s'écroulent toujours sous le poids de leurs excès. Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Merci beaucoup. Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci. En provenance de New York. Merci. On regarde ensemble, messieurs, le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques, mais également chez nos confrères dans les autres matinales d'Info ce matin. À tout de suite. Certains disent que nous en faisons trop. En réalité, je pense que c'est faux parce que beaucoup minimisent l'impact de cette chaleur importante sur le corps humain. C'est une vigilance toute particulière dans les services d'urgence, les services de santé comme les EHPAD qui seront aussi prises pour permettre d'abord d'avoir les mesures de prévention d'hydratation, les mesures d'accompagnement et les prises en charge les plus rapides des personnes les plus vulnérables. Mais la première des solutions, je le redis, c'est cet acte de vigilance de chacun. Prendre soin de l'autre, boire, ne pas s'exposer au soleil. C'est en fait être responsable, je crois que c'est important. Sans cravate ce matin, que se passe-t-il ? C'est rare, hein ? Mais vous savez qu'au Japon, il y a déjà de nombreuses années, il y a eu des instructions données. Les ministres, les dirigeants d'administration ne devaient pas mettre de cravate pour montrer l'exemple au travail, d'alléger en effet la tenue vestimentaire pour s'adapter à ces canicules. Au regard aussi de l'intensité de la canicule, et en accord avec le Premier ministre, et en lien avec le ministre de la Santé, j'ai pris donc la décision de reporter les épreuves écrites du diplôme national du brevet. Elles devaient avoir lieu normalement jeudi 27 et vendredi 28 juin. Elles auront lieu le lundi 1er et le mardi 2 juillet. Quand on regarde la courbe des températures en France, depuis 1900, les températures ont augmenté de 1,4 degrés. Et elles pourraient, d'ici la fin du siècle, augmenter de 2 à 4 degrés par rapport à 1990. Donc on est clairement, maintenant, ce n'est plus une fiction. Il faudra arrêter l'hystérie collective sur la chaleur. Nous sommes au mois de juin, nous sommes au début de l'été, c'est normal qu'il fasse chaud. Il ne faut pas rentrer dans cette psychose qui est un petit peu, il faut le dire, affligeante. Ce qu'il faut que tout le monde entende, c'est que si on continue sur le scénario qui est le nôtre aujourd'hui en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est une canicule comme celle de 2003 ou comme peut-être celle qu'on va vivre tous les 2 ans en 2100. Tous les 2 ans, c'est-à-dire que ça devient la norme. La vérité, c'est ce qu'a dit l'Agence internationale de l'énergie il n'y a pas longtemps, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le CO2 et donc contre l'effet de serre et donc contre les canicules si on sort prématurément du nucléaire. Il y a une forme de déni sur le dérèglement climatique. Pendant longtemps, on a dit ça ne va pas nous toucher. Ou on disait plus 1 degré, bon, en moyenne, il va faire plus 1 degré. C'est pas ça. Le dérèglement climatique, ce sont des épisodes météorologiques très violents, très brutaux, plus intenses et plus fréquents. Malheureusement, le mouvement écologiste qui a beaucoup de vertus, qui était très utile comme précurseur, comme lanceur d'alerte, malheureusement est enfermé historiquement dans cette contradiction. En fait, on a besoin, sans doute, d'une grosse génération encore de nucléaire.
Troisième partie de l'émission qui démarre dans un instant avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique. On s'y retrouve, à tout de suite.